Bonjour à tous, 15e heure de direct pour ces 24 heures chrono de l'international, direction maintenant la Chine et plus précisément la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei dans l'est de l'Empire du Milieu, à 700 km de Shanghai. C'est l'une des plus anciennes villes du pays, aujourd'hui une métropole de 10 millions d'habitants autour du fleuve Yangtze, une ville particulièrement accueillante, on va le voir, pour les entreprises françaises. Avec nous d'abord en studio Grégory Solmé, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, spécialiste de l'immigration en Chine chez un cabinet d'avocats qui s'appelle Karl Warid. Tout à fait. En Chine et pas que la Chine d'ailleurs. Benoît Le Châtelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sonepar West, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique. Voilà. Et vous êtes aussi conseiller du commerce extérieur de la France. Et avant de vous entendre, on retrouve d'abord par Skype le consul général de France à Wuhan. Bonjour Philippe Martinet. Bonjour. Alors, quel est avec vous l'état de la présence française dans cette grande ville chinoise ? La présence française à Wuhan, c'est 115 entreprises. Cette année, on a encore gagné 6 implantations. C'est 1 millier de Français enregistrés. C'est une présence aussi industrielle qui est forte et qui est emblématique, puisqu'on a 2 grands constructeurs français d'automobiles, PSA et Renault, qui sont ici présents en JV avec Dongfeng. C'est aussi grâce aux autorités locales un soutien qui est apporté à la présence de cette communauté française qui est encore en croissance, puisqu'elle a encore cru d'entre 8 et 9% en 2014. Les autorités locales nous soutiennent notamment par le cadeau qui nous a été fait l'année dernière d'un très très beau bâtiment pour l'école française internationale de Wuhan, quelque chose d'assez exceptionnel, puisque ailleurs en Chine, nous cherchons des investisseurs pour créer ces bâtiments ex nihilo. Ici, on nous l'a quasiment donné. Quel est le profil des Français qui s'installent dans la ville de Wuhan ? Pour la plupart, ils travaillent avec des entreprises implantées ici. Ils sont, disons, entre 30 et 50 ans, avec des profils assez variés, soit des cadres assez jeunes qui sont plutôt libres, plutôt indépendants, soit des familles. On a quand même un certain nombre de familles avec 2 à 4 enfants. Des ingénieurs, des techniciens, beaucoup de gens qui travaillent dans l'industrie automobile et dans les secteurs liés à cette industrie. Et pourquoi, d'après vous, c'est une ville particulièrement accueillante pour les entreprises françaises ? Il y a une histoire qui remonte à la première concession française au premier consulat général de France à Wuhan, qui a été créé dans les années 1850 et qui a duré jusque vers 1940-45. Il y a eu ensuite sans doute le souvenir de relations particulièrement propices entre le consulat général de France à Wuhan pendant la Deuxième Guerre mondiale et les années 30 et les Chinois de Wuhan, puisqu'en fait certains de mes prédécesseurs ont aidé les Chinois dans leur lutte contre les Japonais. Et puis il y a eu une implantation, alors dans la Chine moderne, une implantation en 1992 de Citroën, qui est devenue ensuite celle de PSA, et un véritable pôle automobile français qui s'est développé autour de cette première implantation. Je crois aussi que les autorités de la ville sont particulièrement soucieuses que la France reste la première dans cette ville, parce qu'elles sont conscientes que c'est cette présence industrielle et économique française qui lui a donné son rayonnement international. Merci beaucoup Philippe Martinet de vos informations. Vous étiez évidemment par Skype depuis la ville de Wuhan. Merci beaucoup. Alors on entre dans le vif du sujet maintenant avec vous directement sur l'aspect administratif avant de pouvoir s'installer sur place. Grégory Solmé, quels sont les différents types de visas possibles pour arriver en Chine ? Alors il y en a plusieurs, bien entendu. Petit mot préliminaire avant, il faut savoir que la politique d'immigration en Chine est parfois fluctuante. Elle est très liée à la situation politique et chaque région peut avoir des critères différents. Donc il est très important de connaître sa destination avant de pouvoir s'engager dans la procédure d'immigration, même s'il y a une trame qui reste commune, mais des subtilités peuvent apparaître. Brièvement, le visa principal pour travailler, c'est le visa Z. Alors il faut savoir qu'il y a des formalités à faire avant l'obtention du visa, passer un examen médical, obtenir une autorisation de recrutement et une lettre d'invitation, ce qui est en fait un accord du visa,
qui autorise le demandeur à déposer sa demande de visa. Une fois ces documents obtenus, on dépose la demande de visa auprès du consulat ou du centre des visas lorsque c'est mis en place, c'est le cas à Paris notamment. Une fois le visa obtenu, le visa Z, le salarié arrivé en Chine à 24 heures pour s'enregistrer auprès des autorités locales. Puis, ce n'est pas encore terminé, il doit obtenir son autorisation de travail dans les 15 jours suivant son entrée en Chine et dans les 30 jours son permis de résidence. Avant d'aller voir les autres types de visas, c'est quoi la réactivité de l'administration chinoise? Alors, l'administration chinoise est très rapide comparé à beaucoup d'autres pays. Il faut savoir que la période ante-visa est faite en 3 semaines maximum. En tout cas, ce sont les délais légaux et les délais constatés. Il peut y avoir des subtilités selon la région, mais voilà. Très rapidement, donc les autres types de visas que vous pouvez citer vraiment en quelques mots? Pour les affaires, visa M, qui va permettre de venir pour des courts séjours, maximum 90 jours, pour des activités qui ne génèrent pas de profit en Chine. Donc, ça fait une négociation de contrat, réunion client, signature de contrat. Par contre, toute activité, ces mêmes activités qui nécessiteraient une présence plus importante, au-delà de 90 jours, devra être soumise à une autorisation de travail, donc visa Z. Benoît Le Chatelier, vous avez choisi quel type de visa pour vous et pour vos employés sur place? Visa Z, exactement comme le dit monsieur. Et si je peux me permettre, je pense que si on peut se le permettre, c'est une bonne chose de faire appel à un professionnel, que ce soit en France ou que ce soit à Shanghai. Et souvent, les gens en France sont en relation avec des professionnels à Shanghai pour faire en sorte que le processus se passe bien. Le faire tout seul, c'est un peu plus hasardeux. Alors, je vous propose maintenant d'aller écouter un témoignage. Wuhan est une ville qui multiplie les efforts pour attirer les investisseurs. Écoutez, Michael Amouyal, il est directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie en Chine. Il va y avoir un certain nombre de mesures fiscales avantageuses qui ont été mises en place spécifiquement pour les entreprises françaises du fait de toutes les négociations politiques qu'il y a eu en amont. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est un secteur particulièrement porteur. De manière plus générale, sans considérer la relation franco-chinoise, il y a beaucoup d'incitations de la part du gouvernement chinois à développer l'ouest de la Chine. Et donc c'est vrai qu'on bénéficie en allant dans ce type de région de toutes ces mesures incitatives, qu'on soit entreprise française ou autre d'ailleurs. Et nous a rejoint sur ce plateau Léon Lelouza, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur international de l'école ESCP Europe. On parle donc de l'attractivité économique de la ville de Wuhan. Elle cherche particulièrement à attirer les Français et ça c'est pas récent, n'est-ce pas monsieur Le Chatelier? Non, ça fait longtemps, mais le consul général de France l'a expliqué. Effectivement, ça fait longtemps que les Français sont présents à Wuhan. Je pense que le gros morceau de la présence française a été démarré par Peugeot, avec sa joint venture avec le chinois Dongfeng, une grosse société nationale de construction automobile, et qui maintenant prend une ampleur vraiment très très importante. Pour vous, qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement à Dongfeng, votre entreprise? À Dongfeng, pardon, à Wuhan. Alors, nous, on était distributeur de matériel électrique, on a racheté des sociétés et il y avait une société qui avait une implantation à Wuhan. Ça nous a beaucoup intéressé. On a fait une deuxième acquisition d'une société sur Wuhan. Wuhan est un marché très intéressant parce que c'est un marché qui est relativement ouvert et c'est un marché qui accueille facilement la nouveauté. Où les gens ont soif de technologie occidentale, de qualité de service. Et c'est une ville, comme l'a dit monsieur le consul, qui a un développement économique incroyable, que ce soit sur l'industrie ou la construction. Monsieur Lelouza, la Chine cherche à élargir ses zones de libre-échange et Wuhan en fait partie. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises étrangères là-bas? Alors, Wuhan ne fait pas encore partie, mais parce qu'actuellement, la Chine, effectivement, pour relancer sa croissance économique, a fait des zones pilotes, notamment Shanghai, et va élargir avec les 3 autres villes, justement, à Tianjin, Canton et Fujian. Et probablement dans le futur la ville de Wuhan. En fait, c'est le premier avantage, c'est la facilité de créer l'entreprise parce que on passe en fait d'un système d'autorisation à un système de déclaration, c'est-à-dire que pour créer une entreprise, on verra, c'est qu'il faut prendre entre 3 à 6 mois pour créer l'entreprise, alors qu'avec ce système-là, c'est rapide. Et deuxième chose, c'est que on peut se faire financer une entreprise étrangère et notamment les
les entrepreneurs, c'est difficile, les PME françaises. Donc là, grâce à cette zone-là, avec les banques qui sont présentes, on peut se faire financer. Troisième élément, c'est qu'à des taux d'intérêt compétitifs. Voilà. Et il y a aussi la question de la situation géographique de Wuhan, qui est particulièrement bien située en Chine. C'est l'attractivité, je dirais, de Wuhan. C'est quoi? C'est vraiment sa situation géographique, économique incontournable, parce que pour le marché intérieur. Donc, parce qu'on dit que Wuhan, c'est vraiment le centre de la Chine par rapport au nord. Donc Pékin, par rapport au sud Canton, par rapport à l'est Shanghai et par rapport à la province de Sichuan à l'ouest. Donc c'est vraiment effectivement incontournable. En plus, la province de Hubei fait quand même à peu près 60 millions d'habitants. Vous restez avec nous, tous les deux on se retrouve dans un instant pour parler notamment des pièges à éviter sur place. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. On reste donc sur la ville de Wuhan en Chine. Léon Lelouza, quels sont d'après vous les pièges à éviter pour un entrepreneur avant de s'installer à Wuhan? Alors il y a beaucoup de pièges évidemment. Alors moi je vais retenir deux pièges principaux. Le premier, c'est de croire que la Chine est un marché unique. Donc la Chine, c'est un pays continent. Donc je vous rappelle qu'il y a 56 ethnies. Donc il y a aussi une disparité économique. Donc ça, il faut bien comprendre là où on se situe. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter précisément au marché local. Au marché de Wuhan. Et Absolument. Quelles sont les spécificités justement de ce marché? Alors, le marché local, c'est un marché intérieur. Donc, ce n'est pas aussi un marché par rapport à la région côtière qui est aussi avancée. Donc, il y a encore une demande locale forte, en termes d'esprit et en termes d'attente. Alors, et puis, deuxième point, je pense que pour tout créateur d'entreprise, c'est de ne pas suffisamment mettre dans le capital social assez je dirais, d'apport. Pourquoi? Parce que il faut savoir que, comme je disais, hormis que vous êtes dans une zone de libre-échange, c'est que pour se faire financer, il est très difficile pour une entreprise française ou occidentale en Chine. Donc c'est la raison pour laquelle on se finance principalement à partir de notre apport, c'est-à-dire notre capital social. Il y a un autre point à vérifier, Benoît Châtelier, c'est la fiabilité des partenaires qu'on trouve sur place. Comment on fait pour vérifier ça? Je pense que... Et pour s'assurer de leur confiance aussi. Je pense qu'il faut passer du temps à chercher son partenaire et à vérifier que c'est un bon partenaire. Les Chinois fonctionnent beaucoup en réseau. Les relations sont très importantes et c'est pour ça souvent d'ailleurs qu'on a besoin de partenaires. Et pour s'assurer qu'on a le bon partenaire, il faut beaucoup échanger avec lui et s'assurer que ses objectifs et les vôtres sont bien les mêmes. On peut avoir des surprises. Beaucoup de grandes entreprises ont eu des grosses surprises parce qu'ils avaient choisi un partenaire qui avait des objectifs différents du leur. Et puis, deuxième chose, quand vous voulez vous assurer que le partenaire est le bon, eh bien, regardez un petit peu son réseau de relations, allez parler à ses relations. Et d'une part, vous aurez confirmation. Et d'autre part, lui-même, vis-à-vis de vous,
se mettra en défaut si par hasard il ne respecte pas sa parole et se mettra en défaut vis-à-vis de son réseau de relations. Et donc ça vous permettra de créer un maillage qui fera que votre intérêt et celui de votre partenaire resteront stables au cours du temps. Quels sont les différents types de structures sur place que vous pourriez conseiller, M. Louza? Alors en fait, il y a actuellement pour simplifier, 4 types de structures. La première structure, elle est la plus simple, c'est le bureau de représentation. Donc là, c'est vraiment une première approche donc je dirais l'étude de marché, parce qu'on n'a pas le droit de faire des actes de commerce, donc de vendre. Deuxième type de structure, c'est ce qu'on appelle les joint ventures, donc à capitaux. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut créer avec un partenaire chinois, une entreprise, une entité juridique. Alors, parfois, c'est par contrainte. Par exemple, dans le secteur de l'automobile, le gouvernement chinois nous impose à avoir un partenaire chinois. Et troisième type, c'est ce qu'on appelle les joint ventures coopératives. Donc, c'est contractuel. Hein. Je dirais, c'est à déconseiller parce que tout se base sur le contrat. Et enfin, le quatrième type, c'est ce qu'on appelle à capitaux à 100% étrangers. Et là, c'est vraiment prépondérante pour justement s'installer en Chine. Les cooperative JV, c'est basé sur un apport en nature, comme par exemple connaissance d'un marché ou bien possession d'une technologie. Et là, comment évaluer financièrement, c'est très très difficile et on a souvent des difficultés avec l'administration fiscale qui n'est pas forcément d'accord sur votre évaluation. C'est un choix un peu risqué. Tout à fait. On va parler justement fiscalité dans un instant, à tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Et on poursuit notre tour d'horizon de la ville de Wuhan en Chine avec maintenant un point de vue sur la fiscalité qui est, monsieur le Châtelier, un peu importante là-bas. Alors, à Wuhan, je crois que Léon Louza vous le dira, il y a un régime fiscal un peu spécial, suivant l'industrie dans laquelle on est. Fiscalité des entreprises en Chine n'est pas forcément mauvaise, elle est plutôt légèrement favorable par rapport à la fiscalité française. Vous n'avez que 25% de taux de taxation sur les bénéfices. Quand vous payez des dividendes, vous avez un forfait de taxation de 20% ou des gains en capital, donc c'est plutôt plus favorable. Vous avez une TVA à 17%, vous avez une business tax. Quand vous vendez du service, par exemple, il y a une business tax qui est en cours de disparition, qui est de 5%. Donc, si je comprends bien, et pour compléter, M. Louza, ça veut dire que c'est la taxation personnelle qui est plus importante, c'est ça? Oui, parce que la taxation sur l'impôt sur le revenu, donc, et c'est un impôt progressif similaire en France, donc le taux peut atteindre donc, facilement 45%. Et en plus à cela, s'ajoutent aussi les charges sociales maintenant que les expatriés doivent payer. Donc c'est comparable au taux d'imposition en France au final, c'est ça? Absolument, absolument. En gros, on ne s'installe pas en Chine et à Wuhan en particulier pour les impôts, monsieur le Châtelier? Non, alors peut-être exception si vous êtes une industrie réputée high-tech et que vous avez cette labellisation, vous bénéficiez d'avantages fiscaux qui ont une durée dans le temps. Et de 15%. Le taux d'imposition, absolument. 15%. Alors, au lieu de 25%. Absolument. Sur le chapitre de l'impôt sur le revenu, attention à bien déclarer tout ce qui doit rentrer dans l'assiette parce que les administrations fiscales françaises et chinoises maintenant se parlent.
Oui, et je vous rappelle qu'avec justement l'accord en novembre 2013 pour justement tracer l'évasion fiscale. C'est l'échange automatique d'informations qui a été instauré. Alors vous parliez de la nouvelle technologie, justement. Quelle entreprise a le plus intérêt à venir s'installer à Wuhan? Quels secteurs sont les plus porteurs? Écoutez d'abord la réponse de Michael Amouyal, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie. Et je remercie Benoît Le Chatelier d'avoir été avec nous sur ce plateau. Alors, au niveau des secteurs porteurs, dans ces régions en particulier, il y a des secteurs qui peuvent être porteurs plus que d'autres. Bon, je dirais en général pour la France en Chine, et je pense que c'est important de le savoir, il y a toutes les industries qui sont considérées comme les fleurons de la France. Donc tout d'abord l'aéronautique et le nucléaire. Alors après, c'est vrai que ça semble être des industries qui sont réservées aux grandes entreprises, mais il y a beaucoup de PME qui peuvent être fournisseurs, équipementiers sur ces deux industries, sur telle ou telle part. Et on le voit, on a parmi nos membres de la Chambre de commerce des entreprises qui sont des PME ou des grandes PME qui sont présentes sur le nucléaire. Alors, plus spécifiquement dans la région près de Wuhan, il va y avoir des opportunités bien sûr dans les commerces qui se développent les commerces B2C qui se développent grâce au développement de ces villes, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans les différents biens de consommation. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une promotion pour des écoquartiers, que ce soit à Shenyang ou à Wuhan. Mais si on parle de Wuhan spécifiquement, ça veut dire que ça va créer tout un commerce, si les projets se concrétisent, et on attend qu'ils se concrétisent, pour des entreprises qui sont autour du développement durable au sens large. Tout ce qui est ville durable, développement durable et énergie renouvelable, voilà, tout ce qui peut être associé à ça. Alors, très honnêtement, ça ne se fera que si un ensemble d'entreprises françaises arrive à se mettre ensemble et à accompagner les PME sur des grands projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une PME ne va pas arriver à Wuhan et dire nous, on a envie d'être le prestataire sur tel élément de l'écoquartier. Mais on a vu, par exemple, à Hong Kong, qui est un marché certes plus mature que la Chine, que c'était possible et que notamment les chambres de commerce pouvaient être moteurs dans ce type de projet. Donc on pense aujourd'hui qu'il y a une vraie opportunité pour les entreprises technologiques françaises dans le domaine du développement durable et de l'énergie dans cette région-là. Avec nous maintenant en plateau Thierry Ricci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Nateo Santé. La question de l'environnement sur place, vous la connaissez bien parce que vous avez récemment installé, et vous, c'est ce que vous vendez d'ailleurs, des purificateurs d'air dans beaucoup d'entreprises installées à Wuhan. Tout à fait. Wuhan, comme beaucoup d'autres villes en Chine, sont très poussiéreuses. Nous avons travaillé avec, par exemple, Renault ou Peugeot pour équiper les nombreux expatriés sur Wuhan et accompagner les familles ou les enfants au sein des écoles. Ça veut dire qu'il y a une demande particulière des expatriés français, et des expatriés en général sans doute, pour mieux respirer. C'est une préoccupation quotidienne, souvent chez les épouses aussi des expatriés et des institutions aussi. Ça peut être même l'ambassade par exemple, avec laquelle aussi on a travaillé. Monsieur Loulouza, vous confirmez, c'est un secteur porteur du coup, l'environnement, la santé sur place? Très, très porteur. Le gouvernement local de Wuhan investit 150 milliards sur les 8 ans euros. Donc c'est un secteur très porteur sur la pollution, sur la mobilité, c'est-à-dire le transport, effectivement. Il y a même un plan qui a été mis en place par les autorités pour faire de Wuhan une ville pilote en termes de développement durable urbain qui monte jusqu'à 2049. Donc on a un peu de temps, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissements à faire dans ce domaine-là. Alors j'ajoute, je crois qu'un point important, c'est que vous dites secteur porteur. Je crois que le premier secteur porteur, c'est fabriqué en France. C'est-à-dire que si vous amenez des produits, le savoir-faire français, et pas plus particulièrement à Wuhan, c'est important. Donc ça, déjà, il ne faut pas ignorer. C'est-à-dire ça veut dire que si vous fabriquez en Chine, alors que vous êtes une entreprise française et avec votre savoir-faire, mais les Chinois préfèrent un produit fabriqué en France et d'arriver avec la marque française. Donc vous voulez dire qu'il vaut mieux distribuer ces produits à Wuhan que s'implanter là-bas? Absolument. Je pense que monsieur peut me confirmer. Tout à fait. On a une très forte demande évidemment sur Nateo Santé, une marque française, avec des produits qui sont validés en laboratoire français. Donc ça, c'est un gage de confiance et de référence pour la Chine. Et puis effectivement, on a une demande très très forte sur du Made in France, qui représente l'innovation et l'éco-conception et la technologie en France. Alors spécifiquement, vous êtes venu avec des produits sans doute Made in France. Oui, alors, tout à fait. C'est ce que vous fabriquez. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, non, ce sont des appareils qui permettent de montrer, les prendre en main pour nous. Ce sont des appareils qui permettent de contrôler la qualité de l'air. Ce sont des appareils qui ont été utilisés dans des écoles à Wuhan, ou à Shanghai, ou à Pékin,
et de mesurer la qualité de l'air avant installation des purificateurs d'air et après, et de vérifier l'efficacité tout à fait auprès de nos clients ou des entreprises. D'accord. Et donc la demande est importante, y compris chez les particuliers, des expatriés particuliers installés là-bas? Tout à fait. C'est effectivement en très forte croissance. Aujourd'hui, Nateo Santé réalise 70% de son chiffre d'affaires en Chine. Alors on a parlé, pour terminer, sur les secteurs porteurs des technologies. Il y a beaucoup d'entreprises françaises en matière de technologie sur place déjà à Wuhan. Alors c'est un début. C'est un début. Ce qui est certain, c'est qu'on dénombre plus de 90 entreprises françaises à Wuhan. Donc ça, effectivement. Vous voulez dire pas forcément dans le secteur technologique? Absolument. En général? Absolument, absolument. Très bien. Alors on va évoquer maintenant la partie, sauf si j'oublie quelque chose, mais je ne crois pas, les différences culturelles sur place à Wuhan en termes d'installation. Il y a toujours évidemment un choc, surtout quand on parle de la Chine. Les différences culturelles sont importantes quand on vient de France. Et en termes de management, Monsieur Ricci, quelle différence vous avez perçue entre les Français, les employés chinois? Il y a une différence pour nous qui est essentielle, c'est la notion de service, d'attente de service, qualité d'écoute. C'est quelque chose qui est effectivement naturel en France, mais qui existe très peu en Chine. L'accompagnement et puis surtout la compréhension des problématiques. En Chine, on est surtout beaucoup dans les notions d'argent, alors que nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a besoin d'être aussi un peu dans le ressenti, dans l'émotion, surtout dans la santé. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très important et qui est demandé en Chine. Voilà. Ça fait vraiment la différence entre aujourd'hui ce qu'on peut connaître en France ou en Europe et la Chine. Monsieur Lelouza, est-ce qu'il faut adopter des attitudes particulières pour faire du business en Chine? Oui, alors je pense que plus particulièrement en Chine, c'est que vous avez des codes sociaux qui ne sont pas identiques à ceux de la France. Notamment la face, alors que les Chinois aiment bien dire il faut féliciter devant le public. Par contre, blâmer tout seul et hors du public. Vous avez la question de la réciprocité qui est très importante. Ça veut dire que les sentiments peuvent primer sur les règles et notamment sur l'évaluation des managers. Donc, on peut demander à modifier son évaluation parce que le sentiment est beaucoup plus fort que la réalité objective. Donc voilà, donc ça il faut, et aussi il faut pas ignorer donc les relations interpersonnelles, ce qu'on appelle le guanxi. Donc ça c'est très fort en Chine. On poursuit cette découverte de Wuhan dans un instant. Merci beaucoup Thierry Ricci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Découverte donc de la ville de Wuhan en Chine pour les expatriés français, cette ville située dans le centre-est, on va dire, de l'empire du milieu, métropole de 10 millions d'habitants. La question de l'environnement, on en a beaucoup parlé, on en reparle notamment parce que Wuhan est un chantier permanent, une ville en construction incessante pour répondre précisément à l'activité économique frénétique. Écoutez le témoignage sur place de Marc Sourdois, un résident de la ville. Wuhan est vraiment un chantier à ciel ouvert. Des tas de chantiers partout. Les vieux quartiers sont en train de disparaître, remplacés par des tours ultramodernes. Là, nous sommes dans le métro d'une des premières lignes qui a été construite en 98 et qui traverse Wuhan. Les conséquences de cette suractivité, c'est de la poussière, du bruit et des conditions de circulation très difficiles. Il est midi à Wuhan, le ciel est perpétuellement gris à cause de la poussière et de l'humidité. Benoît Le Châtelier, vous êtes de retour sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sonepar Ouest. C'est un problème au quotidien, ces chantiers permanents dans Wuhan? On peut le dire.
Wuhan, c'est une ville que je connais depuis, je crois que la première fois que j'y suis allé, c'était en début 2006. J'ai quitté la Chine il y a 6 ou 7 mois et ça a toujours été un chantier permanent. J'ai vendu du matériel sur les 2 premières lignes de métro. Je crois qu'il y en a une 3e qui est en train de se faire et je crois qu'il y en a encore un grand nombre qui sont planifiés. Vous imaginez toutes ces rues qui sont des tranchées à ciel ouvert remplies d'engins de chantier. Vous savez que chaque année, il y a 15 millions de personnes qui quittent la campagne pour aller habiter en ville. Donc Shanghai et Pékin sont déjà très gros et donc il y a beaucoup de gens qui convergent vers Wuhan. Wuhan, il se construit des gratte-ciel en permanence. Tous les jours. Vous avez également la circulation automobile qu'il faut contrôler. Donc on construit des autoroutes, on construit des autoponts. Et donc c'est vraiment un chantier hallucinant. Alors justement, on parle logement, construction. Les constructions ne manquent pas, vous venez de le dire. Mais est-il pour autant facile de se loger à Wuhan? Première réponse d'abord avec Linda Duchesne-Lévesque, une autre Française installée sur place et elle nous fait visiter son appartement. Bienvenue à Wuhan. Nous sommes ici dans le quartier de Hanyang. Il faut savoir que Wuhan est une ville très étendue. Nous sommes installés ici il y a 6 mois. Nous habitons dans cet immeuble au 10e étage. Donc je vous propose d'aller le visiter. Alors nous avons donc trouvé cet appartement par une agence. Cet appartement, donc pour 120 mètres carrés, on est à 3900 yuan, ce qui fait environ 500 € par mois, n'incluant pas les charges. Donc il faut rajouter l'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone également si nécessaire, l'Internet. Et un dernier petit conseil, si vous vous installez à Wuhan, je sais qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment, évitez de vous installer dans un appartement tout neuf, dans un immeuble qui vient juste d'être construit. Vous risquez d'être dérangé pendant quelques mois par les travaux, puisque ce type d'appartements sont en fait livrés bruts de décoffrage. On l'a vécu il y a quelques années dans un autre quartier de Wuhan, sincèrement à éviter. Les travaux, c'est un sujet qui revient très, très régulièrement. Quel budget, monsieur Léon Lelouza, faut-il prévoir pour s'installer à Wuhan en termes de logement? En termes de logement, alors là, dans le reportage, on voit que c'est dans le quartier de Hanyang. Donc si vous achetez, donc le prix au mètre carré en moyenne est de l'ordre de 1 000 € le mètre carré. Donc c'est quand même... c'est une ville relativement abordable. Abordable, absolument. Donc vous avez le quartier d'affaires. Donc là, dans le quartier d'affaires de Hanko, là, ça s'élève à 1500, c'est en moyenne, euros par mètre carré. Et enfin, vous avez le quartier du centre culturel, Wuchang. Là, c'est à peu près 1200 € en moyenne le mètre carré. Un conseil pratique, vous savez, dans quel quartier il faut s'installer si on veut être proche des écoles françaises? Alors, l'école française se trouve dans le quartier justement de la zone industrielle, comme dans le reportage, Hanyang. Et donc là, il y a beaucoup d'expatriés français. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont dans ce quartier. Dans le Châtelier, sur le coût de la vie en général sur place, il est relativement simple? Alors, si on veut vivre comme un Chinois, il est très bas. Si on cherche à garder ses habitudes occidentales, eh bien, le coût de la vie peut être assez élevé. Vous prenez... il y a des immeubles qui sont plus particulièrement choisis par des étrangers pour habiter. Et là, les loyers peuvent être 2 à 3 fois plus élevés que les loyers qu'on trouve dans les immeubles habités par des Chinois, qui ne sont pas fondamentalement différents. La même chose, un restaurant occidental, italien ou international coûtera 3, 4, 5 fois plus cher qu'un restaurant chinois. Mais ça reste évidemment bien moins cher qu'à Paris, pour prendre un élément de comparaison. Même pour les expatriés. Ah, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a en termes de langue et de culture, il y a des choses particulières à apprendre avant d'arriver? Alors, est-ce qu'il faut apprendre la langue déjà? Alors, je pense qu'il faut... C'est vraiment un plus et voire essentiel d'apprendre la langue chinoise. Et je dirais la culture chinoise, la pensée. Parce que, et puis, il ne faut pas avoir de préjugés. C'est là le point. Pour quelle raison? Enfin, pour quelle raison, quelle différence vous faites entre des entrepreneurs qui arrivent en ayant appris le chinois et ceux qui n'ont pas appris? Alors, ceux qui l'ont appris, déjà, ils assimilent la pensée chinoise, donc déjà, ils acceptent beaucoup mieux, et puis ils ont moins de préjugés par rapport à parce qu'on se projette toujours un idéal, et parfois, on peut avoir de mauvaises surprises. Et donc, déjà, ne serait-ce que d'apprendre le chinois dans la rue, déjà, pas forcément à Wuhan, tout le monde parle français, voire anglais, donc déjà, c'est un choc, je dirais, important. Je pense que si on va pour habiter en Chine, et qu'on n'apprend pas le chinois, on passe vraiment à côté de quelque chose. Parce que
Tout le monde se fait des idées sur la culture chinoise, les squaries, le raffinement, les bâtiments historiques, etc. Et quand on arrive à Wuhan, on est très très déçu. Et en fait, la réalité de la culture chinoise se trouve dans la langue et dans les relations entre les gens et les modes de fonctionnement de la société. Et ça, on ne peut l'avoir que si on essaye d'appréhender ça avec la langue. Alors avec tous les éléments qu'on évoque un peu depuis le début de cette émission, on a le sentiment qu'il faut réellement choisir la Chine, qu'elle se mérite. C'est exactement ce que nous dit une autre résidente de Wuhan, installée depuis seulement 6 mois. Elle s'appelle Marie de Blaise. J'ajouterais que la Chine se mérite. Il faut avoir une démarche active quand on arrive en Chine, je pense. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. La Chine, ses valeurs, sa façon de vivre, sa culture, nous imprègne pas spontanément. Donc, on a la barrière de la langue, évidemment, qui est assez compliquée. Donc, il faut s'investir pour mériter la Chine. Bon, j'ai que 4 mois derrière moi, mais je le vois de cette façon-là au jour d'aujourd'hui, et ça vaut le coup. Léon Lelouza, pour être très concret, quels efforts d'intégration vous avez dû faire en arrivant sur place pour travailler là-bas ? Alors en fait, moi, c'est un peu plus facile parce que je suis d'origine chinoise. Donc, mais par contre, j'ai dû réapprendre la langue chinoise. Donc ça, c'est vrai que c'est un investissement. Je crois qu'il faut pas se dire que j'arrive en Chine, c'est comme en France ou dans certains pays où très facile, abordable. Non, je crois que connaître la culture chinoise est primordial. Vous, concrètement, comment vous avez fait ? Vous avez pris des cours avant de commencer à vous installer en Chine ? Un petit peu, mais en fait relativement peu. Et j'ai appris, je dirais, en me jetant à l'eau, j'ai appris comme un perroquet en répétant ce que disaient les gens. Et puis petit à petit, ça a marché. J'ai eu la chance de travailler dans un environnement complètement chinois. On a racheté des petites sociétés qui étaient des sociétés entrepreneuriales chinoises où personne ne parlait anglais. Et donc, ça m'a obligé, je dirais, à me débrouiller en chinois assez rapidement. Et je peux vous dire, c'est un grand plaisir de pouvoir se balader partout en Chine et pouvoir avoir des discussions de fond avec les gens locaux. J'imagine qu'au départ, vous avez eu des situations un peu plus complexes que d'habitude dans votre travail au quotidien. Ah oui, il y a des situations très intéressantes. Souvent, vous ne comprenez tout simplement pas ce que le gars vous dit. Et vous avez quelqu'un qui vous traduit et vous ne comprenez toujours pas. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vient vous réclamer une augmentation. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas qu'est-ce qui motive sa demande, c'est complètement en dehors des schémas habituels, etc. Et du coup, on est interdit. Cela dit, c'est permis pour les étrangers de ne pas comprendre et de dire des bêtises. Les Chinois comprennent bien. On termine avec l'ambiance particulière qui règne dans les rues de Wuhan notamment. C'est une carte postale que nous envoie Raphaël van der Mesch, cet autre expatrié à Wuhan. Pour l'ambiance dans la rue, c'est très animé. Les Chinois adorent vivre dans la rue. Ils font tout dans la rue. Ils achètent dans la rue. Ils coupent leurs légumes de restaurants dans la rue. Alors ici, c'est une rue assez passante et assez bruyante. Mais c'est rien de spécial pour la Chine, c'est tout à fait normal. Donc ici, vous pouvez voir que les Chinois préparent tout dans la rue. Ici, le poisson. Benoît Le Châtelier, c'est une ambiance que vous appréciez particulièrement ? Celle qu'on vient de voir. Au début, il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec ça parce que c'est jamais au repos. Mais on finit par être drogué de cette agitation perpétuelle qui n'est pas une agitation fébrile, mais ce sont des gens et un pays qui est toujours en mouvement. Et on finit par s'y habituer. C'est quelque chose de très positif, ça fournit l'énergie. Et après, quand on revient en France, on se trouve que les gens sont finalement beaucoup enfermés chez eux et s'occupent beaucoup de leurs petites affaires et ne sont pas très tournés vers l'extérieur. Léon Lelouza, quel accueil réservent en général les habitants chinois aux expatriés français ? Alors, un excellent accueil, et d'autant plus à Wuhan, parce qu'ils sont connus pour cela, ils sont très chaleureux à Wuhan. Et effectivement, il y a ce dynamisme, et plus particulièrement à Wuhan, qui est important. Et j'adore, par exemple, dans le quartier du centre culturel, vous avez des petites ruelles, vous avez ce qu'on appelle la rue des petits déjeuners, donc vous avez tous les plats locaux qui sont là, et vous avez d'autres rues piétonnes où là, vous avez des boutiques, vous avez des maisons plein de charme, et voilà, donc ça, on ne peut que aimer en tout cas la Chine. En un mot, est-ce que vous conseillez à des expatriés qui hésitent à partir s'installer à Wuhan d'y aller ?
Alors, moi, je dirais plus particulièrement à Wuhan ou dans toute la Chine, c'est que souvent, on dit il faut apprendre à oser. Effectivement, le premier pas, apprendre à oser. Mais je crois qu'avec la Chine et plus particulièrement avec Wuhan, je crois qu'il faut plutôt oser apprendre. Et ça, c'est un point important. En quelques phrases. Je pense que si quelqu'un a la possibilité d'aller habiter en Chine, qu'il faut qu'il considère que c'est la chance de sa vie. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Léon Lelouza et Benoît Châtelier d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci aussi à Thierry Ricci et Grégory Solmé qui étaient avec nous. Dans un instant, on va en Suisse, à Bâle.